Hello la famille, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les plateaux de Hightech 221, ceci après une petite absence. Tout de suite, le sommaire. Pour l'actu national, on est parti au Mardi du numérique qui est organisé par Gaïdé 2000 et qui a lieu bien évidemment tous les mardis. Et là-bas, on a rencontré M. Souleymane Diallo qui va nous parler de la stratégie Sénégal numérique 2020-2025. Bon, on a une stratégie Sénégal numérique 2025, donc 2025, mais qui est en cours parce que la stratégie, c'est toujours deux volets, un volet réforme et un volet projets et programmes pour de l'infrastructure. Et à tous les niveaux, les choses sont en train de bouger. En ce qui concerne les réformes, la réforme majeure dans le secteur numérique, c'est le code des communications électroniques, qui est en réalité l'actualisation du code des télécommunications qui a été élaboré en 2011. Ce code, je peux vous dire qu'après effectivement des débats assez fructueux et assez importants qui ont pris effectivement du temps, mais ça en valait la peine parce qu'il fallait écouter tous les acteurs, qu'ils soient du secteur privé, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient du monde universitaire, les décideurs, tous les décideurs du point institutionnel, les partenaires techniques et financiers également. Tout le monde a été écouté. Aujourd'hui, un document a été transmis à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire dans le domaine du numérique, c'est que nous sommes soumis à l'agenda parlementaire. En réalité, il faut encadrer tout ce qui est dérive. Il y a déjà une stratégie nationale de cybersécurité qui est en réalité validée récemment. Ça fait déjà quand même en 2017, ça fait un an quasiment, c'est en décembre 2017. Et un plan d'action a été mis en place et aujourd'hui beaucoup d'initiatives sont en cours dans le domaine de la cybersécurité. Mais à côté, il faut également ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Nous travaillons avec la Commission des données personnelles qui est une structure attachée à la présidence pour en réalité élaborer ce qu'on appelle les lois pour protéger les consommateurs, ceux qui produisent des données personnelles. Et tout ceci en réalité nécessite beaucoup de participation de tous les acteurs pour pouvoir encadrer au mieux. Parce qu'il faut encadrer, pourquoi je le dis, il faut éviter les dérives mais ne pas enfreindre la liberté d'expression. Donc c'est assez délicat et il faudrait également aussi respecter en réalité les droits de tout un chacun pour pouvoir s'exprimer. Il faudrait également ne pas enfreindre la possibilité à des entreprises privées de pouvoir se faire de l'argent, créer de la valeur dans le domaine. Donc c'est assez délicat, mais c'est engagé. Le processus est engagé. Une réunion s'est tenue le mois dernier pour pouvoir lancer le processus pour les données personnelles. Et comme je dis, le code des communications électroniques déjà insiste beaucoup sur ces questions. En réalité, renforce le pouvoir des régulateurs pour dire en fait comment faire en sorte que vraiment qu'il n'y ait pas de dérive. Ça c'est important. Mais encore une fois, comme je dis, il ne faudrait pas que la régulation puisse enfreindre la liberté d'expression. Et ça c'est très délicat. Il y a une part qui sera résolue avec les régulateurs, en ce qui concerne les opérateurs et tous ceux qui sont les acteurs du secteur privé. Mais il y a des choses qu'il faudra en réalité régler également au niveau de la loi sur la protection des données personnelles. Des politiques déjà, beaucoup ont été mises en œuvre actuellement, beaucoup ont été élaborées, il reste seulement à valider. Parce que vous savez, c'est un processus. Pour en réalité valider une réforme dans un pays, c'est un processus. Il y a les comités techniques qui se réunissent, qui élaborent des documents, qui les transmettent aux plus hautes autorités, qui les examinent, portent des observations. En réalité, ces documents sont après validés et transmis à l'Assemblée nationale qui va procéder en réalité au vote. Et ça aussi, l'Assemblée également est soumise à des contraintes. Vous le savez bien, à l'heure actuelle, nous sommes à l'ère du vote du budget. Donc aujourd'hui, le vote du budget en réalité doit être fait très rapidement pour ne pas également que ça paralyse l'activité gouvernementale au titre de l'année 2019. Mais ce qui est sûr, c'est que ce document, le code des communications électroniques, a été transmis au niveau à l'Assemblée nationale qui ne tardera pas en fait à convoquer vraiment le gouvernement pour pouvoir procéder à la validation. Nous restons toujours sur les mardis du numérique pour parler cette fois-ci avec Madame Solange Ndir qui nous parle, au vu de tout ce qui se passe actuellement, de la problématique sur l'utilisation du numérique. Alors, Sonatel est partenaire de cette belle plateforme qui est les mardis du numérique depuis son lancement. C'est aujourd'hui devenu un événement incontournable pour l'écosystème numérique, tout simplement parce que nous avons besoin d'avoir des cadres d'échange de ce type pour justement poser les vraies questions et avoir les vraies réponses qui vont permettre au Sénégal d'entamer cette transformation numérique, cette transformation digitale qui est totalement d'actualité. Lorsqu'on dit que le numérique est pour demain, le numérique est déjà aujourd'hui dans notre quotidien.
Et c'est une grande question de société et il est important que les leaders du secteur et les jeunes que nous avons vus nombreux aujourd'hui puissent débattre de cette question et y apporter des solutions. C'est une vraie problématique aujourd'hui, l'utilisation du numérique. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a un code des télécoms qui existe, mais vous avez la Commission de protection des données personnelles qui est là pour justement accompagner les citoyens dans leur usage, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on ait une juridiction aujourd'hui qui protège le citoyen dans son utilisation, mais je pense d'abord ça commence par une éducation numérique, c'est-à-dire faire comprendre aux citoyens comment c'est un outil dont il faut qu'ils se servent, mais qui peut avoir également sur lesquels on peut avoir des dérives, et ça je pense que ça passe d'abord par une éducation numérique des populations. Il y a de plus en plus de youtubeurs au Sénégal, mais est-ce que exactement on sait ce qu'est le rôle d'un youtubeur? Aujourd'hui, dans TechZoom, c'est ce qu'on va découvrir. Un vidéaste web, souvent surnommé youtubeur en référence à YouTube ou parfois podcasteur, est un vidéaste qui réalise et publie régulièrement du contenu vidéo sur un site d'hébergement de vidéos, un blog ou un réseau social. C'est quoi le rôle d'un vidéaste ou youtubeur? À vrai dire, le rôle d'un youtubeur, c'est un gars qui produit du contenu et qui publie ça dans ses réseaux, particulièrement sur YouTube. C'est un créateur de contenu, c'est de faire des vidéos et de les publier sur YouTube, d'où le mot youtubeur. Tu publies tes vidéos sur YouTube, les gens regardent, aiment, tu continues. Le rôle d'un vidéaste youtubeur, c'est de produire des contenus, c'est de mettre des vidéos qui ont rapport avec un thème, selon le thème qu'il a choisi sur son YouTube. Un youtubeur, c'est un créateur de contenu, tu vois. Je peux dire qu'un youtubeur, il est tout quoi. J'essaie d'utiliser quelques actualités, de les transformer en vidéo et les partager sur YouTube. Ça dépend quoi. Un youtubeur, ça ne veut pas dire seulement un comédien. Comme au Sénégal, les gens ils pensent que tous les youtubeurs sont des comédiens. Un youtubeur, c'est quelqu'un qui produit du contenu. Il est un réalisateur, un scénariste, un metteur en scène. Tel que tu commences sur YouTube, c'est comme ça que tu continues et tu donnes des contenus que les gens vont aimer. Il peut être un artiste musicien, il peut être un vlogueur, tu vois, il peut être une femme qui fait du make-up, qui explique aux gens comment ça se fait et tout ça. Bref, c'est quelqu'un qui produit du contenu. Comment postez-vous vos contenus? Ça dépend, parfois on suit l'actualité, ou d'autres fois on a des thèmes, ou bien des mini-séries qu'on fait, on les publie sur YouTube de temps en temps, mais le plus souvent, c'est les sujets d'actualité qu'on suit. Je poste mes contenus par des supports sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. D'abord, je fais mes vidéos, 90% de mes vidéos, c'est avec mon portable, mon iPhone. Et après, je poste souvent quand j'ai la satisfaction que voilà, c'est bon. Bon, je les poste, ça dépend, selon les actualités. S'il y a une belle actualité qui fait le buzz dans le pays, tu vois, on écrit un scénario dessus, on fait la vidéo, après on publie ça partout hein, dans les réseaux. Dès qu'on les crée, là on peut les poster sur YouTube et dans d'autres réseaux sociaux. Par YouTube et sur Facebook, le net. Voilà. Cette activité peut générer une rémunération grâce aux recettes de la publicité en ligne, au financement participatif ou aux partenariats commerciaux, comme le sponsoring ou le placement de produits, permettant aux réalisateurs de développer des séries ou d'investir dans du meilleur matériel, voire de se verser un salaire. Est-ce un métier qui a de l'avenir? Ouais, vu que maintenant il y a une toile de gens qui font des vidéos au Sénégal, tu vois. Donc on peut dire que il y a de l'avenir quoi. C'est un métier d'avenir ici en Afrique parce que tout le monde commence à faire des vidéos et à gagner de l'argent sur YouTube. Bon oui, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Vu que je gagne ma vie. C'est un métier d'avenir, mais même si moi, c'est pas réellement mon métier parce que moi, à côté, moi, je fais mes études, j'ai un master de télécom et pour moi, à côté, c'est une deuxième passion. Bah ouais, c'est un métier. Pour moi, en tout cas, c'est un métier. D'avenir, ouais, c'est mon métier. Métier tout court. On continue avec. Récemment, on a aussi commencé à voyager.
Tu vois, donc au début c'était dur, les gens nous traitaient de fous et tout ça parce que le Sénégal, ils connaissaient pas trop les trucs de YouTube et tout ça. Mais maintenant, vu qu'ils voient que les vues qu'on fait, tu vois, les voyages, le fait de partir au Parlement du Rire, le fait de sortir de la vie de YouTubeur et de commencer à faire du stand-up du moins, tu vois. Parce que YouTube, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de venir sur YouTube, donc ce serait bien de commencer si vous voulez. Même si c'est pas si facile d'avoir des abonnés et des vues, c'est ça qui te permet de gagner, quoi. Donc c'est de l'avenir, quoi. Quels sont les avantages que vous y gagnez? En tant que youtubeur, je gagne la joie et le sourire des gens. Et la rémunération YouTube, c'est YouTube paye. Déjà être connu de partout et partager avec les gens. La plus grande des avantages, c'est la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut, il n'y a pas d'horaire, on peut publier quand on veut. Les thèmes, c'est nous-mêmes qui les choisissons. On a aussi nos revenus grâce à YouTube. C'est ça qui nous aide à faire pas mal de choses qu'on fait. Et aussi, il y a l'audience. Et les gens te connaissent, les gens te contactent, les gens veulent faire des choses avec toi, les gens veulent faire des placements de produits parce qu'ils trouvent que ton contenu est bon. Il y a beaucoup d'avantages, quoi. Ça éduque aussi, quoi. Et avantage d'autre, il y a la popularité. C'est quelque chose qui est bien parce que quand tu as la popularité, tu as de l'argent à côté. Ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est le fait que les gens aiment mes vidéos, les gens sourient et les gens captent le message que je lance dans les vidéos. Donc le problème, c'est parfois tu peux écrire un bon scénario, un joli scénario, tu vois, tu dis ben gars, la bonne piscine, tu vois, genre ben lit. Au moment de tourner ça, tu vois que tu n'as pas une maison qui a une piscine, tu n'as pas une belle voiture comme tu veux. Bah, des fois, il y a des gens qui essayent de nous décourager. C'est qu'on fait dans leurs commentaires. Les gens, ils ne savent pas beaucoup partager. Ça, c'est un problème pour moi. Ils ne sont pas comme les autres. Au niveau de mes études, comment coordonner les deux? YouTube et mes études. Récemment, j'ai été agressé et poignardé, comme vous le voyez. On m'a fait une contre-attaque. Parfois, dans les lieux de tournage, on peut aussi avoir des gens qui ne nous connaissent pas, qui nous interdisent de tourner dans le quartier, tu vois. Et aussi, on ne gagne pas beaucoup d'argent. À part ça, puisque je le fais depuis et que j'arrive à m'adapter, j'arrive à gérer. Je sais quand étudier, je sais quand faire mes vidéos, c'est juste ça. Parce qu'à chaque fois que je produis un contenu, je veux que ça soit top, super. Internet connaît un grand succès dans le partage de contenu vidéo à caractère humoristique ou didactique. C'est un média libre et ouvert, laissant une liberté quasi totale tant dans le voisinage que dans la publication. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier? Ce que je vais conseiller les autres youtubeurs, les débuts c'est toujours dur, surtout pour ceux qui viennent de se lancer. Je leur dis que la porte est grandement ouverte. Il ne faut pas demander de conseils aux gens en fait. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, je n'ai pas demandé à quelqu'un comment faire, comment filmer. Je suis allé sur Google. Lancez-vous, mais surtout n'arrêtez jamais vos études. Continuez vos études, respectez vos parents. Et le métier de youtubeur, c'est un métier noble. Hein. C'est d'être original, de ne pas voler les trucs des autres. Mais il ne faut jamais baisser. Il faut toujours se battre, il faut toujours croire en soi. Si vous êtes youtubeur, essayez toujours de produire un contenu respectueux. D'être créatif, quoi. D'avoir beaucoup d'idées. Et être, high-tech. Certains vidéastes web ou youtubeurs, grâce à leur visibilité sur Internet et à la viralité de leurs vidéos, attirent une communauté plus ou moins importante jusqu'à devenir des vedettes. Le développement de ces médias est surtout important chez les jeunes. Ce phénomène est donc parfois mal compris par les parents et a des conséquences sur l'éducation. Tout de suite, la Minute d'Orange. C'est parti pour la 3e édition du Dakar Digital Show. Le Dakar Digital Show, c'est le premier forum africain des contenus et du digital qui se passera les 5 et 6 décembre au King Fahd Palace de Dakar. Le thème central de cette année, c'est réussir sa transformation digitale. Durant ces 2 jours, vous pourrez assister à des live talks sous format TEDx qui parleront des thèmes tels que l'Internet des objets, les fintech et l'art, ou encore l'intelligence artificielle. Vous aurez aussi accès à des ateliers, une série de 7 ateliers qui parleront de thèmes tels que le streaming des contenus, le big data et l'art entre autres. Le Dakar Digital Show, c'est aussi de e-sport. Cette année, nous organisons la première édition du Orange e-sport Experience qui
réunira plus d'une centaine de gamers venus de 14 pays d'Afrique. Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre durant ce forum exceptionnel les 5 et 6 décembre au King Fahd Palace de Dakar. Les fake news, c'est une réalité existante aujourd'hui au Sénégal, alors il faut en parler. Et donc dans notre rubrique Tech Guest, nous accueillons une invitée de marque qui n'est autre qu'un représentant de Facebook et qui va en parler avec nous. Jocelyne Mouhoutou Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des partenariats médias pour l'Afrique chez Facebook. Tout à fait. Vous venez de lancer au Sénégal le programme Fake News Fact-Checking. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi notre pays pour lancer ce programme? Eh bien, comme vous le savez, c'est un problème global auquel nous faisons tous face, celui de la désinformation, de la viralité des fausses nouvelles. Et le Sénégal est l'un des 4 pays où nous lançons notre programme de fact-checking en Afrique. Nous avons commencé en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et enfin le Sénégal. Ici au Sénégal, nous avons 2 organisations qui sont accréditées par l'organisation internationale, le réseau international de fact-checking, et le International Fact-Checking Network. Et Africa Check est un organisme local, panafricain, avec une antenne ici à Dakar. Et donc le fait qu'il y ait et Africa Check et l'AFP, qui sont tous les 2 accrédités par cet organisme, fait que le Sénégal était un pays parfait pour lancer ce programme. Et puis, comme vous le savez, il y a des élections bientôt et il y a beaucoup de préoccupations concernant la diffusion des fausses nouvelles grâce aux réseaux sociaux dans ce pays. Alors, comment Facebook compte-t-il lutter contre ces fake news au Sénégal? Et est-ce qu'il y aura des avantages, des inconvénients par rapport à votre présence? Eh bien, nous avons pris conscience de la responsabilité de notre plateforme concernant ce genre de choses et aucun pays n'est épargné. Nous pensons que grâce à ce partenariat avec Africa Check et l'AFP, nous allons voir une certaine réduction des fausses nouvelles les plus nuisibles. C'est celles-là que nous cherchons vraiment à cibler. Les plus nuisibles, c'est-à-dire celles qui peuvent vraiment... Vous montrent la nudité, le sang... Non, non, non. En réalité, la nudité, la violence, etc., c'est un autre problème. Ce sur quoi nous nous focalisons aujourd'hui, c'est vraiment les fausses informations qui peuvent nuire aux populations. Il y a les fausses informations de santé, par exemple, bien sûr, et également les fausses informations politiques. Nous voyons l'impact terrible de la diffusion de propagande qui cherche à diviser les populations. Nous avons vu dans certains pays comme la Birmanie, le Myanmar, nous voyons les effets terribles au Cameroun en ce moment, etc. Donc nous mettons en place des jalons pour qu'on n'utilise plus notre plateforme pour diffuser très vite de fausses nouvelles, des fake news qui vont nuire. Mais par exemple, aujourd'hui, l'internaute, le Facebooker, comment il peut reconnaître une fausse information d'une bonne information? Justement, nous faisons aussi beaucoup de travail d'éducation des internautes et des utilisateurs pour qu'ils commencent à reconnaître les signes d'une information potentiellement fausse. Par exemple, la source est très importante. Est-ce une source connue et fiable ou pas? Est-ce que cette source semble imiter le logo d'une marque connue? Est-ce que le titre est tapageur ou racoleur? Il faut que chacun d'entre nous, citoyens, apprenions à être un peu plus attentifs à ce genre de détails. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle sera donc soumise au fact-checking, nous allons en notifier
l'utilisateur qui aurait peut-être partagé cette nouvelle. Il va savoir, il ou elle va savoir que cette nouvelle a été fact-checkée et donc on espère qu'ainsi la viralité de ces fausses nouvelles va être réduite. Alors une dernière question, quels sont les objectifs de Facebook d'ici quelques années, vu que vous voulez venir au Sénégal? Est-ce que c'est le fait d'arrêter complètement les fake news ou vous avez aussi d'autres ambitions? Non, nous consacrons en réalité beaucoup d'énergie à travailler au Sénégal. Nous avons notre département des politiques publiques qui est très actif ici, qui travaille avec la société civile, avec le gouvernement pour vraiment faire comprendre l'importance de la liberté d'expression, pour vraiment collaborer avec les médias locaux. Et donc, concernant les fake news, nous n'avons pas vraiment d'illusions. Nous savons que cette action est limitée, puisqu'il s'agit de travailler qu'avec un ou deux partenaires. Nous appelons les médias locaux à se constituer en groupe de fact-checking et à chercher à être labellisés pour que le secteur se développe et qu'il y ait de plus en plus de gens qui vérifient l'information. Et vous êtes prêt à les accompagner aussi, parce que c'est ça que... Oui, tout à fait. En fait, quand une organisation de fact-checking rejoint ce programme, nous apportons un soutien réel et concret. En tout cas, Jocelyne Mouhoutou Rémy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Aujourd'hui dans ce Tech Tips, point de Amar ni de Samaké pour vous le présenter. Ce sera moi aux commandes et j'espère que vous allez aimer. Ce tips s'adresse spécialement aux personnes qui débutent sous Mac et nous allons vous apprendre aujourd'hui comment effectuer un clic droit sur votre souris Mac quand vous n'avez qu'à votre disposition un seul bouton. Pour faire un clic droit sous Mac, très simple, vous utilisez le bouton CTRL plus clic souris. Quand vous effectuez cette procédure, vous allez voir une liste déroulante qui apparaît et là, vous choisissez votre action à faire. Si vous utilisez une souris à deux boutons Mac, le clic droit est déjà présent. Dans le cas d'une souris Magic Mouse ou la version précédente Mighty Mouse, il n'existe qu'un seul bouton. Mais la programmation du clic secondaire sur votre souris peut se faire manuellement. Suivez les instructions suivantes pour obtenir votre clic droit. Connectez en premier lieu votre souris, puis cliquez sur le menu Pomme. Sélectionnez l'onglet Préférences système, puis cliquez sur Souris. Il vous suffit alors de cocher la case correspondant au clic secondaire. Ce réglage effectué permet de doter votre souris du clic droit qui fonctionne en appuyant sur le côté droit du périphérique. C'était tout pour le tips de cette semaine. Aujourd'hui dans Tech World, je vous amène un smartphone qui concerne les gamers. Il s'appelle Honor Play. Découverte. La marque chinoise Honor a profité de l'IFA pour ajouter une nouvelle référence à son catalogue, le Honor Play. Le dernier né de la filiale de Huawei reprend les points forts des derniers appareils du groupe, le processeur Doppler Kirin 970, un grand écran à encoche ainsi qu'une batterie solide et leur ajoute le GPU Turbo, une technologie qui optimise les performances du processeur et la gestion de la batterie pour le jeu mobile. Les résultats étaient probants pendant notre test, les jeux gagnent en fluidité et l'appareil en autonomie, mais la fonction n'est pas encore calibrée pour tous les jeux. La technologie, décidément, on ne va pas l'arrêter. Figurez-vous qu'il y a un robot bricoleur qui a été créé. Et c'est quoi l'objectif de ce robot? C'est de montrer à lui seul qu'il est capable de construire, de mettre des briques, de faire tout ce qu'un homme fait, sauf que c'est un robot. Des ingénieurs japonais ont mis au point un robot expert en matière de bricolage. L'humanoïde appelé HRP-5P est capable de débrouiller seul sur un chantier et possède la faculté de bâtir des murs comme un véritable ouvrier du bâtiment. Du haut de ses 1,82 m pour un poids de 101 kg, l'humanoïde réussit à se saisir de panneaux de contreplaqué afin de les fixer contre une paroi à l'aide d'une cloueuse. L'opération constitue une véritable prouesse que HRP-5P effectue en totale autonomie grâce à ses capteurs qui lui permettent également de se déplacer dans son environnement sans heurter les obstacles qui se dressent sur son passage. Un vrai robot bricoleur qui a de quoi rejoindre les rangs de dernières créations impressionnantes contre l'humanoïde Atlas de Boston Dynamics.
Hightech 221, c'est fini pour ce dimanche. J'espère que vous avez aimé la présentation. Quant à moi, je vous le redis encore une fois, c'était un plaisir de vous retrouver. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et en attendant, préparez les fêtes. Noël arrive.